Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Amis nationalistes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux de mes camarades d'émission, Jacques et Karl. Bonjour Jacques, comment vas-tu ? Bonjour Ida, très bien. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les autres participants et à notre invité spécial. Oui, on va dévoiler son nom après. Et toi Karl, comment vas-tu ? Très bien, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toute l'équipe. Super. Alors, comme Jacques vous l'a dit, on a un invité spécial aujourd'hui. C'est un jeune militant du mouvement Les Nationalistes qui mène le combat dans la rue, mais qui mène aussi le combat par la plume. C'est Alexandre Charpentier, un jeune auteur qui vient de faire publier son premier recueil de poésie, dont il va avoir l'occasion de nous reparler au cours de cette émission. Alors Alexandre, bonjour, comment vas-tu ? Bien, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien, et bonjour à tous nos auditeurs et merci de me recevoir pour cette émission. Alors Alex, je t'ai fait venir parce qu'aujourd'hui on va parler de culture, de combat culturel et plus encore du lien aussi qui existe entre culture et politique. Comme je le disais, Alex est un jeune militant et un jeune poète dont la première publication est Journal d'un Français, donc un recueil de poésie. Alors Alex, est-ce que tu pourrais nous présenter ton recueil et te présenter en même temps, puisque je crois finalement que ton recueil retrace ton parcours personnel et ton parcours militant, donc je pense que ces présentations vont de pair. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour dire quelques mots sur moi, je suis un homme blanc, catholique, nationaliste. J'exerce pas du tout un métier en rapport avec l'écriture ou avec la culture. C'est peut-être mieux d'ailleurs puisque c'est un milieu infesté de gauchistes et que je sais que j'ai un tempérament qui est assez marqué. Moi, je suis ingénieur et j'ai fait paraître récemment donc aux éditions Saint-Barthélemy, que je remercie évidemment pour leur confiance. Donc mon premier recueil intitulé Journal d'un Français. Donc c'est un recueil de poèmes qui est écrit intégralement en alexandrin, qui retrace un petit peu mon parcours. En fait, d'abord ma prise de conscience idéologique, politique, au départ par la constatation que nombre de nos frères français peuvent faire au quotidien, à savoir le fait d'évoluer dans un environnement qui n'a, comme je le dis, de français que le nom des rues, puisque on est entouré de béton, de tours, d'asphalte et de créatures du tiers-monde. Donc, premièrement, voilà, c'est cette constatation-là, et une envie, une volonté, déjà un sentiment d'inadéquation avec une époque où tout est renversé, où on sent qu'il y a des choses malsaines sans forcément savoir véritablement en quoi elles le sont, en quoi elles sont malsaines, pourquoi c'est néfaste, mais voilà, toujours éprouver ce décalage avec un monde moderne assez aliénant. Et le recueil retrace cette quête de sens à l'existence à travers un combat nationaliste, donc un combat qui peut être physique, contre des opposants politiques ou contre de la racaille, mais aussi un combat pour s'élever. Et c'est ça aussi le sujet de l'émission, puisqu'on parle du combat culturel. Donc s'élever sur le plan de la littérature, de l'expression. Et j'aime à dire, pour présenter le recueil, que c'est le recueil d'un Français qui ne veut pas mourir. Et donc, dans une époque de dégradation, de dissolution, d'abaissement, il est bon d'utiliser la poésie qui, à mon sens, va permettre de faire passer
ce message, on veut faire passer le fond. La poésie, c'est la forme au service de ce fond, puisque l'alexandrin, par sa structure, sa métrique, son ordre, demeure droit face justement à cet abaissement généralisé. Et c'est pas étonnant quand on voit la poésie moderne où il y a parfois plus de rimes, plus de ponctuation, plus de majuscules, et même le texte, même cette forme est déstructurée. Donc ça montre bien qu'il y a une dissolution qui est totale. Et donc pour parler vraiment de la cohérence du recueil, voilà, il y a la prise de conscience politique avec le sentiment d'être en décalage avec cette époque, la rencontre avec des personnes de qualité, la rencontre avec Dieu, ma conversion et des perspectives futures, puisque voilà, je suis pas du tout de ceux qui veulent se complaire dans un certain marasme et dire que tout est perdu. Au contraire, c'est les tribulations intenses qu'on va pouvoir vivre qui vont permettre de révéler la valeur de chacun. Et donc voilà, ce recueil se veut porteur d'un message d'espérance pour le combat nationaliste, pour le combat catholique, pour le peuple européen, pour les Blancs, voilà, pour tout ce qui a fait la France, que ce soit sur le plan ethnique, culturel et spirituel. Merci beaucoup, c'était très complet. Alors, au-delà de parler de ton recueil, même si c'est très intéressant, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller écouter l'entretien que tu avais fait, Alexandre, avec Bruno Héroux, qui est disponible sur sa chaîne, je pense. Oui, sur sa chaîne YouTube, donc le podcast, si on permet l'anglicisme, est disponible sur sa chaîne YouTube. Donc vous tapez tout simplement Bruno Héroux dans YouTube. Vous pouvez retrouver aussi Bruno Héroux voilà, sur Telegram. C'est assez facile, il n'est pas du tout mis en masqué, voilà. Oui, donc voilà, au-delà de parler un peu de ton recueil, puisque je renverrai volontiers finalement les auditeurs vers cette présentation qui était elle aussi très complète, et puis je les renverrai ensuite vers les éditions Saint-Barthélemy, éventuellement pour se procurer le recueil, puisqu'on ne va peut-être pas en dire plus et dévoiler ton œuvre quand même. Moi, je voudrais qu'on parle un peu plus largement finalement de ta vision culturelle, de notre vision de la culture plutôt, du combat politique, du lien qu'ils entretiennent l'un avec l'autre. Alors, première question que j'aurais à poser, c'est qu'on entend souvent qu'il faut se recentrer actuellement sur le combat local, sur le combat culturel, sur l'action de terrain. Et donc, je voudrais savoir quel est ton avis. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, il faut recentrer le combat sur, par exemple, le combat culturel ? Alors, il faut évidemment pas mener le combat uniquement sur le plan culturel, mais de la même façon qu'il ne faut pas mener le combat uniquement sur un plan spirituel ou uniquement sur un plan physique. C'est un combat qui est global, donc c'est un combat qui a besoin de tous ces différents faisceaux. Il faut, je pense, j'aime bien cette formule d'agir local et de penser national, parce que si tout le monde agit à sa petite échelle localement et en formant des réseaux et en étant évidemment relié à ses camarades, que ce soit sur les départements, les régions, etc., et dans des structures nationales qui permettent de chapeauter toute cette action et d'en faire une cohérence, eh bien c'est comme ça qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Et il y a une dualité que j'aimerais évoquer, qui à mon sens est assez frappante aujourd'hui, c'est que nos ennemis idéologiques, on va dire français, qui sont gauchistes, qui ont renié leur patrie, leur sang, leurs ancêtres, leurs racines, leur religion, enfin qui ont renié tout ce qui a fait la France, eh bien, ont une idéologie qui est complètement hors sol, utopiste, irréalisable, et pourtant, parce qu'ils jouissent d'un maillage associatif et culturel sur tout le territoire et qu'ils produisent, alors évidemment, ils sont bien aidés par les subventions publiques, parce que les subventions publiques pourraient faire bien davantage, c'est une évidence, mais ils jouissent d'un maillage qui est extrêmement important et de beaucoup d'œuvres, et donc dans l'esprit des gens, ils ne paraissent pas nécessairement comme utopistes, précisément parce que les gens vont retrouver des éléments de doctrine politique dans des exemples culturels, dans des livres, dans des chansons. La musique est un excellent instrument culturel quand c'est très bien utilisé. Vous voyez, ne serait-ce que les masses blanches totalement avilies par le rap,
voilà, vous avez des blancs qui parlent comme le dernier arabe de cité. On a encore vu tout à l'heure, voilà, je suis allé faire un tour en ville. Bon, voilà, faut se retenir pour pas leur mettre une dérouillée. C'est quand même, donc on a ça, donc ces gauchistes qui sont très implantés, qui finalement sont enracinés dans les territoires, qui est quand même paradoxal, et la droite qui, parce qu'elle est très, elle a une idéologie qui est évidemment qui suit les lois naturelles, les lois divines. Comme elle est peu présente dans la culture, les gens vont dire mais ces gens-là sont hors sol, leur idéologie est absolument dépassée, c'est trépané, ces gens vivent dans le passé. Donc justement, investir le combat culturel permet de redonner des repères et on voit justement que notre culture est cohérente parce que en plus d'exister sur le plan politique en tant que tel, elle va s'incarner dans la poésie, dans le théâtre, dans le roman, dans la chanson, dans les danses, que sais-je, dans des choses qui parlent précisément au peuple, parce que les gens, ce qu'ils font la majorité du temps sur leur temps libre, c'est pas nécessairement se cultiver sur de la doctrine politique. Ça va être voilà, ils vont lire quelques livres pour ceux qui ont encore une capacité d'attention de plus de 3 minutes. Ils vont écouter de la musique. Ils vont avoir ce besoin de se rattacher à ces choses-là. Et donc précisément, faut pas laisser le terrain à la gauche. Mais ça veut pas dire qu'il faut uniquement se centrer sur le combat culturel. C'est une vision qui est globale, mais la partie culturelle dans notre combat pour la France manque. Et donc, voilà, j'ai à cœur, avec mes modestes forces, de l'investir du mieux possible. Voilà. Et j'ai ce premier recueil, voilà, qui est une première pierre, qui en appelle d'autres. Voilà, je travaille sur d'autres projets. On en parlera si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, tant pis, j'en parlerai ailleurs. Mais voilà. Je souhaiterais, moi, rebondir en fait sur la nécessité de la poésie, parce que c'est un élément qui est très européen, donc depuis les Indo-Européens à la France chrétienne, et ça permet de se créer aussi une âme intérieure et de s'élever spirituellement. Donc c'est un combat qu'on a peu abordé dans les émissions précédentes. Euh, on s'était attardé sur justement le fait qu'il faut une politique locale ou une action politique de terrain. Mais la lecture, c'est aussi très important, la métapolitique, se créer une colonne vertébrale. Et on en parlait avec le camarade Koba il y a quelques jours. Il faut vraiment recréer des mythes, que ça soit par la poésie, mais aussi par des récits comme pouvait le faire Tolkien. Par exemple, c'était un écrivain qui a vraiment créé un mythe pour le 19e siècle. Et c'est très bien ce que tu fais en créant un recueil de poésie, parce que ça recrée des mythes pour la jeunesse, justement. Et par exemple, l'Antiquité avait l'Iliade et l'Odyssée, donc c'est toute une continuité, donc félicitations. Oui, je voulais rebondir sur les propos de Karl, c'est effectivement très intéressant. C'est ce qu'on appelle en fait la mythopoïétique. C'est une démarche en général qui cherche à rétablir ou à créer des récits, des symboles vivants qui vont transcender le temps et rassembler un peuple autour d'une identité commune. Et donc notamment en reprenant certains mythes anciens, certains mythes qui sont liés, je dirais, à notre identité. Et je pense que d'ailleurs, oui, effectivement, la poésie permet assez facilement d'entrer dans cette démarche, puisque en poésie on utilise très facilement des images mythologiques ou autres pour des besoins tout simplement de forme poétique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, c'est un art, je pense, qui est facilement en lien avec cette démarche-là. Donc c'est vrai que. Est-ce que tu voudrais, Alex, dans ce cadre-là, nous parler un petit peu du projet Vers les étoiles, puisqu'on l'anime en commun, mais je voudrais te laisser éventuellement en parler, enfin dire quelques mots sur ce projet peut-être. Oui, tout à fait. Alors, Vers les étoiles, c'est le nom d'un canal Telegram, donc que je tiens avec Hilda depuis, je crois, plus de 3 ans. Oui, je sais pas. Bientôt 4 ans, je pense, si ma mémoire me fait pas défaut. Enfin, en tout cas, depuis peu d'années, mais voilà. Donc, sur lequel on publiait nos poèmes respectifs. Voilà, afin justement de parler au nôtre, tout simplement, parler à notre peuple. Donc évidemment au départ, voilà, on est parti avec les abonnés qui étaient nos amis, puis les amis des amis, et puis voilà, les gens à qui on a mis un couteau sous la gorge pour leur dire de s'abonner. Sinon ça faisait un nombre d'abonnés ridicule. Et au fil du temps,
on a vu que, et pourtant il n'y a pas eu de compromission sur la ligne, c'est une ligne authentiquement nationaliste, catholique, voilà, on s'est jamais renié, on n'a jamais voilà, plié sous la demande de quelqu'un, voilà, quelqu'un n'est pas content avec ce qu'on dit, voilà, on peut débattre, puis si finalement il n'est pas content, voilà, je dirais, il n'est pas content, il va bouder, quoi. Mais on a atteint, là récemment, on est presque à 1100 abonnés, donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que bien que la poésie n'est pas nécessairement, c'est peu de le dire, le vent en poupe aujourd'hui, elle parle quand même à des gens, elle touche des personnes qui au départ n'avaient pas forcément d'appétence pour la poésie. Moi je sais que j'ai eu quelques retours de personnes qui n'avaient pas d'appétence pour la poésie, qui ont quand même acheté le recueil parce que ça les intéressait sur d'autres plans que la poésie, sur évidemment le contenu, certains aspects de mon existence, et qui m'ont dit que ça les avait réconciliés avec la poésie qu'on a pu voilà leur imposer à l'école, voilà, soit à un âge un peu trop jeune, ou voilà, parfois on nous demande de lire tel livre, on ne sait pas pourquoi on nous le demande, et ça nous tracasse, ça nous embête. Et voilà, ils m'ont dit, bah, pourtant j'ai beaucoup aimé, et la dynamique aussi du canal, parce qu'à la base c'est parti dans le virtuel, parce que voilà, on peut pas sortir un recueil directement, il fallait aussi faire ses armes, voilà, on n'avait pas forcément non plus le niveau pour prétendre être publié, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui doit encore se travailler des dizaines d'années. Eh bien, il y a quand même ce besoin-là, les gens, de se rattacher à la poésie. Et d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose, parce que voilà, aujourd'hui ça a une image un peu désuète. J'ai fait une plaisanterie tout à l'heure sur le temps d'attention des gens, et la poésie est quand même assez adaptée à notre monde moderne aussi par ce plan-là, c'est que les gens n'ont pas forcément une grosse capacité d'attention, donc je leur dis, bah, au lieu d'acheter un roman fleuve qui finira par vous servir malheureusement de cale-porte parce que vous ne serez pas allé au bout, achetez un recueil de poésie, vous pouvez lire quelques poèmes de temps en temps, voilà, vous avez un poème qui fait une demi-page, un autre qui fait 2 pages, vous pouvez bien vous concentrer, vraiment comprendre, vous pouvez revenir dessus sans que ce soit long, et on est aussi dans une époque qui est très friande de musique, je pense qu'on n'a jamais autant écouté de musique, et puis Internet rend la chose extrêmement simple, on peut télécharger n'importe quel album alors je ne conseille pas de télécharger n'importe quel album, bien sûr il y a plein de médiocrités, mais force est de constater que c'est très facile. Eh bien la poésie a une certaine musicalité, et notamment l'alexandrin amène un certain rythme qui va servir le fond. Donc je pense que ces deux aspects font que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, la poésie est parfaitement adaptée à notre monde, et les premiers retours que j'ai eus sur le recueil et le relatif engouement vis-à-vis de ce dernier, je pense, me donne raison sur ces points. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais ça me pose finalement à venir sur un autre sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, puisque tu parles finalement du fait que la poésie, selon toi, est adaptée à l'époque moderne, on va dire aux besoins, ou en tout cas aux exigences de communication moderne, et puis de ce que les gens consomment du fait de la modernité, et puis je dirais du monde virtuel finalement. La question que je voudrais poser, c'est de savoir quelle doit être la stratégie à adopter au niveau du combat culturel, puisqu'en fait, on peut considérer qu'il y a 2 stratégies. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une des grandes fractures dans toute l'Europe, hein, je ne parle pas uniquement de la France, mais dans toute l'Europe, on va dire nationaliste, radicale au sens assez large. Donc 2 stratégies. La première serait de subvertir les codes de la modernité, de les subvertir pour notre combat, donc c'est-à-dire qu'on réutilise ces codes à notre profit. Et la deuxième stratégie consiste à l'inverse, je dirais, à se rattacher aux codes traditionnels, à reprendre uniquement les codes traditionnels. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande fracture qu'on constate. Alors là, on parlait de poésie, mais on peut parler de ça au sens plus large, hein, que ce soit dans la musique, je dirais même dans la mode vestimentaire, puisqu'il y a une fonction esthétique dans le vêtement, hein, même si c'est pas la seule fonction des vêtements, mais il y a une fonction esthétique qui se rattache quelque part à une culture, puisque le vêtement participe aussi d'une culture. Donc on a ça, on a, donc je disais évidemment aussi les écrits. Alors en poésie, je sais pas s'il y a d'autres mouvements qui tentent de subvertir les codes modernes pour les adapter. Je suis pas spécialement informée. Mais alors, selon vous, et là je pose la question à tous nos participants, hein, Alexandre, Karl
ou Jacques, hein, d'ailleurs que chacun pourra nous donner son avis. Quelle est, selon vous, la stratégie à adopter pour nous? Alors, je dirais une certaine flexibilité, puisque certains courants aujourd'hui culturels sont absolument à bannir, hein. J'avais notamment vu cet argument de certains rappeurs dits nationalistes qui disaient le rap est populaire, donc il faut faire du rap pour essayer de rallier des jeunes à notre cause. Avec cette logique-là, on pourra dire les films pour adultes sont populaires, donc autant en faire avec des versions avec un camp politique autre. Donc ce n'est pas du tout un argument, c'est plus un sophisme, en tout cas une facilité. En revanche, il faut savoir évoluer et des fois surfer sur la modernité en reprenant certains codes. Et on va dire le camp, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite dans les médias, donc les gens normaux à la fin, arrivent souvent à se réapproprier certains symboles. Récemment, on peut parler notamment de Pepe the Frog, qui est un symbole qui aujourd'hui est un mème mondialement connu et qui à la base n'était qu'un petit cartoon. On peut parler dans un exemple plus lointain d'un certain Jacques Marshall avec son rat noir, célèbre rat noir, donc de la contre-culture, faf ou nationaliste, on l'appellera comme on veut, qui a réellement impacté toute une génération et encore aujourd'hui au niveau international. Donc je pense que par exemple pour les vêtements, ça peut être une bonne idée de revenir un peu à des vêtements traditionnels, mais sans, ou alors essayer de, je sais pas si ça pourrait se dire, de traditionnaliser des habits modernes avec certains motifs, certaines choses, et voilà, s'inspirer du passé pour forger l'avenir, et prendre l'exemple de ceux qui ont réussi avec leurs moyens contemporains à faire du nouveau, comme je le dis Jacques Marshall, qui, avec son rat noir, qui est issu d'une bande dessinée, a impacté toute sa génération et encore aujourd'hui, que ce soit en France ou même à l'étranger, jusqu'en Ukraine, en Italie avec la boutique Squid, qui reprend les dessins du rat noir, qui a été donc le symbole du GUD pendant des années, qui l'est toujours un peu d'ailleurs, même si le GUD a été dissous. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Bon, il y a des choses qui ne sont pas du tout à prendre, hein, comme je l'ai dit, le gangsta rap, on va dire, parce que certains rap sont peut-être plus doux que d'autres et moins vulgaires, mais le gangsta rap ou les films débauchés, bon, l'argument c'est populaire, voilà, il faut toujours dire que la quantité n'est pas qualité et inversement. Mais il est possible, bien évidemment, de faire des choses qui sont populaires et en même temps qualitatives. Voilà. La poésie, ça peut amener aussi au nationalisme, comme la musique peut amener au nationalisme. Et là, je vais revenir un peu sur mon histoire personnelle. Moi, bon, c'était via l'histoire, comme je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes, que je suis tombé dans le nationalisme et à l'étude de l'histoire, mais aussi via le rock identitaire français, donc qu'on appelle le RIF. C'était la musique qui était produite par les nôtres, les nationalistes. Et ça, je pense que ça a contribué à ce que beaucoup de jeunes des années 2000 tombent dans le nationalisme. Il y a en fait, faut investir un peu tout ce qui peut être culturel. Ça peut être les films. Là, on a vu récemment avec le film produit par le Puy du Fou sur Charette qu'on peut quand même investir dans le milieu du cinéma. Alors, ça reste compliqué parce que c'est un domaine qui est quand même où il faut un certain nombre d'argent et qui est très dominé par les gauchistes. Il y a aussi les BD avec, par exemple, le rat noir, comme a dit notre camarade Jacques, qui a terrorisé les gauchistes pendant de nombreuses années. Et je citerai d'ailleurs une BD qui est plutôt pas mal. C'est la version BD de Mon combat de Scipion de Salm, qui est sortie aux éditions d'Aizarn, qui est plutôt intéressant. Donc ça peut être les BD, ça peut être le cinéma, ça peut être les mythes, la poésie et d'autres domaines culturels. On peut en parler si vous avez d'autres idées. Mais il ne faut pas trop non plus tomber dans la métapolitique comme a pu le faire le Grèce à l'époque. Donc l'action est aussi importante. Il ne faut pas oublier l'action. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, Karl. En fait, je pense aussi que ce serait se fourvoyer que de se recentrer uniquement sur le combat culturel, puisque, et d'ailleurs c'est ce que je remarque, par exemple dans notre projet Vers les étoiles ou dans la poésie, notre poésie,
c'est pas une poésie pour la poésie, c'est pas vers les étoiles, c'est pas un exercice littéraire, c'est pas un club privé pour s'amuser à faire un exercice de style. Ça peut être très sympa hein, de le faire, je vous encourage à le faire entre copains, mais ça, dans notre combat, ça n'aurait pas spécialement d'intérêt. Notre poésie, elle est là pour nous donner de la force, nous donner de l'élan, pour s'adresser aux nôtres, donc pour leur donner aussi du courage. J'espère que ça fonctionne, je l'espère. Et ce courage nous sert à quoi? Il nous sert à mener notre combat politique qui nous sert à essayer de vaincre, à essayer de prendre le pouvoir, très clairement, puisque nous sommes dans une démarche révolutionnaire, donc à plus ou moins long terme, ça reste notre objectif. Il ne s'agit pas, je pense, simplement de construire une contre-culture, une société en marge de la société. C'est nécessaire d'avoir une société, une contre-société qui existe, mais cette contre-société, on ne veut pas simplement qu'elle existe et qu'elle survive, on veut l'imposer, et donc c'est pour ça que si on se contente de faire de la culture, de l'art, de la poésie, ou des films ou quoi que ce soit d'autre, hein, mais en rapport avec la culture, sans avoir une ligne politique claire derrière, on va simplement, oui, peut-être faire une contre-société, oui, peut-être la faire survivre, mais on ne l'imposera pas. C'est pour ça que je pense que déjà, il ne faut pas opposer le combat culturel et le combat politique, mais plus encore, il faut que notre combat culturel soit au service de notre combat politique, puisque notre combat politique, il sert à conquérir, il sert à s'imposer, il sert à vaincre et il sert à renverser nos ennemis. Et moi, par rapport au code de la modernité, ce que je répondrais, je me permets de répondre à ma propre question, c'est que pour moi, la culture, c'est un terreau fécond, c'est un terreau qui est vivant, c'est quelque chose où on peut planter des graines qui vont germer, des graines de toutes sortes d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la stratégie, ça peut pas être uniquement d'aller dépoussiérer d'anciennes œuvres pour les remettre au goût du jour, ça fonctionne pas. Je prenais souvent l'exemple des musées. Il y a de très belles œuvres dans les musées, mais je veux pas simplement que les œuvres dans les musées soient regardées. Je veux qu'on construise de nouvelles choses qui sont dans la même inspiration, qui relèvent du même élan, qui viennent de l'âme du même peuple. Donc ça doit être vivant. Donc ça peut pas être uniquement dépoussiérer, uniquement reprendre des codes traditionnels. Ça peut pas être ça. Par contre, je pense que ça peut pas non plus être uniquement aller subvertir des codes de la modernité pour une raison très simple. Et là, je vais prendre encore l'exemple de la poésie qui en fait est un assez bon exemple, c'est que en poésie on a des règles de forme assez, alors selon, il y a plein de courants, il y a plein d'écoles, je dirais en poésie, mais quel que soit le courant, il y a des règles qui sont parfois assez strictes. Et pourquoi il y a ces règles? Tout simplement puisqu'elles ont été conçues pour convenir le mieux possible à un fond, pour incarner le mieux possible un fond, et donc par définition elles sont adaptées à un fond. Donc les codes modernes, normalement, si on suit cette logique, c'est un peu la même chose. Ils ont été conçus pour correspondre à un certain fond. Or ce fond, en l'occurrence, qu'il soit moderne, ça c'est un accident si vous voulez, mais ce fond tel qu'on trouve aujourd'hui dans les œuvres d'art moderne, c'est pas le nôtre, c'est pas notre combat, c'est pas notre pensée, c'est pas notre âme, c'est pas nos idées. Donc je dirais que les règles de forme du monde moderne, normalement, elles devraient pas trop nous convenir. Après, je suis quand même assez ouverte et je rejoins ce que disait Karl. Je pense qu'il faut être souple, il faut pas non plus être rigide, ne jamais accepter la nouveauté, puisqu'il y a des codes qui sont modernes de façon accidentelle, qui n'ont rien de mauvais en tant que tel et qui peuvent être tout à fait repris parce que voilà, ce sont des codes tout à fait compatibles avec notre fond. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus, et c'est l'erreur à mon avis que font certains, penser que la meilleure stratégie c'est uniquement subvertir les codes. On n'est pas là pour subvertir la société, pour se faire accepter. Non, on est là pour juger et renverser cette modernité qui ne nous convient pas. Et on n'est pas là uniquement pour faire une contre-société, on a pour imposer notre vision des choses. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, délaisser le combat politique au profit de ce qu'on pourrait appeler le métapolitique, le localisme, le fait de faire que de la culture. Tout ça, pour moi, ce serait des voies de garage, même si, encore une fois, à titre personnel, faire de la culture, enfin, faire de l'art, se dévoie des œuvres d'art, c'est très enrichissant sur le plan personnel, mais par rapport au combat politique, ça ne va rien apporter à terme, à long terme. Parce qu'il faut toujours voir loin, hein, bien sûr. En politique, il faut être capable de se projeter loin. Donc voilà ce que je répondrai. Pour moi aussi, le vrai combat, c'est pas de la copie, c'est pas du dépoussiérage, c'est de la création. On n'est pas là non plus pour suivre quelque chose, on est là pour guider le peuple. On n'est pas là pour se soumettre, on est là pour gagner, on est là pour vaincre. Donc voilà un peu ma vision des choses. Je ne sais pas si Jacques, tu veux rebondir?
Je crois que tu... Oui, en ce qui concerne le fait d'inspirer les gens, qu'une œuvre d'art ne soit pas seulement contemplative, mais source d'inspiration, je conseillerais, comme l'a fait Karl avec, donc, si j'ai bien compris, Mon combat de Scipion de Salm en BD, une BD qui s'appelle Godus, qui retrace le parcours des volontaires français contre le bolchevisme durant la Seconde Guerre mondiale. Donc un moyen de s'inspirer de gens qui sont des fois morts dans des conditions atroces, hein, quand on connaît les actes de torture que certains partisans rouges faisaient subir à leurs victimes. Oui, en fait, le combat, les deux vont ensemble, je pense. Alors après, il faut faire attention quand on fait de l'art, de la culture, de ne pas penser, comment dire, en termes politiques sur le premier plan. Il faut faire de l'art pour faire de l'art, donc faire de l'art qui soit beau, vrai, noble et fort. Et naturellement, on va voir transparaître des idées qui nous sont propres, en tout cas que nous chérissons, que ce soit la discipline, l'ordre. Et puis même quand quelqu'un n'est pas de bord politique, quand il fait des choses bien, ça, ce que disait Pierre Silos par rapport à Victor Hugo, je ne me souviens plus tout à fait de la phrase, mais Victor Hugo est immortel dans ses œuvres, pourtant il n'était pas de notre bord, en tout cas de l'équivalent à l'époque. Bon, aujourd'hui, quand il verrait la situation parisienne, je doute sincèrement qu'il rejoindrait le PS, mais voilà, donc, ou alors si entre-temps il a pris des substances, mais en ce qui concerne le combat culturel, effectivement, il ne faut pas le délaisser, puisque c'est important, enfin c'est même essentiel, puisque notre civilisation et notre culture est justement la raison pour laquelle on se bat, hein, la langue française, sa musique, comme, et tous les aspects culturels. Mais il faut effectivement avoir toujours en tête que cela doit servir à une future révolution nationaliste. C'est un peu un pléonasme aujourd'hui, puisque malheureusement nous ne sommes pas au pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que le Rat Noir, ou Pépé the Frog, ou tous les autres, les mêmes un peu réputés d'extrême droite, font un peu partie de cette stratégie, puisqu'elle impose un code, elle terrorise les gens, puisque par exemple pour Pépé the Frog, son créateur a carrément fait une image où il meurt, tellement il était effrayé que ce soit repris par des gens dits d'extrême droite. Donc on voit bien qu'on peut impacter, pareil avec les Ricitas ou le Shibai, mais il faut toujours nous imposer de manière positive et montrer que nous sommes le terreau d'une société qui fera la culture et qui sera retenue dans les temps futurs. Voilà, c'est-à-dire que le camp d'en face, c'est la médiocrité, c'est l'immédiateté, et ce sont des choses futiles et éphémères. Et on voit bien les antifas n'arrivent pas du tout à créer des choses sur le long terme. Et nous devons, au contraire, justement promouvoir ça. Et ça passe par imposer des symboles. Je rappelle par exemple que Pierre Sidos a été le premier à utiliser comme symbole politique la croix celtique, qu'aujourd'hui c'est un symbole mondial. Donc ça peut partir de rien. Demain, vous pouvez faire une petite phrase, un symbole, et peut-être que dans 50 ans, ce symbole sera mondialement connu. On ne sera même pas forcément que c'est vous, mais voilà. Donc il faut s'imposer. Et donc ça veut aussi bien dire par la natalité, hein, parce que il n'y a de richesse que d'hommes, comme disait Guillaume Fay. Donc cet événement culturel est aussi d'ailleurs un terreau fertile à la fertilité justement et à des familles nombreuses, parce que des gens heureux font plus d'enfants. Ça s'est vérifié dans une époque, dans les années 30, dans un pays outre-Rhin. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ce sont deux choses qui sont indissociables et indispensables. Eh bien, quant à moi, j'aimerais rappeler déjà que, puisqu'on parlait de tradition et de modernité, que la tradition, parce que souvent on nous accuse voilà, d'avoir une vision passéiste, nostalgique. Alors déjà, la nostalgie, c'est une posture qui est incapacitante. Ce qui est passé est passé. Alors on peut s'en inspirer, on peut évidemment, et on doit y trouver des leçons, mais on ne peut pas refaire exactement ce qui a été fait. Voilà, on peut s'en inspirer, mais la tradition n'est pas, comme on dit, la vénération des cendres, mais la perpétuation du feu, déjà la première chose. Et deuxième chose, tout comme le militantisme, la partie culturelle de ce combat est une symbiose. On ne peut pas attirer tout le monde avec de la poésie, on ne peut pas attirer tout le monde avec du roman, on ne peut pas attirer tout le monde avec de la musique. Les gens ont différentes sensibilités, c'est pour ça qu'il faut
pas mettre, comme dit l'adage populaire, tous ses œufs dans le même panier, mais il faut pas mettre ses œufs dans des paniers dégénérés, comme par exemple le rap, puisque voilà, je me permets de citer certaines personnes, comme par exemple Cro-Blanc ou Millésime K. Comment dire, ces gens-là vous disent, je suis contre le grand remplacement. Bon, d'accord, je veux dire, merci, nous aussi. Mais j'utilise les codes des remplaçants. Bon, voilà, ça me fait penser à certaines personnes, malheureusement trop présentes dans le milieu, qui vous disent qu'ils sont contre le grand remplacement et qui vont manger au kebab ou au tacos et qui engraissent souvent des structures qui sont en plus insalubres et qui participent au blanchiment de trafic de cam et d'autres trucs coupés aux pneus, dont souvent en plus les blancs sont de gros consommateurs en bas âge malheureusement. Donc voilà, il faut pas se compromettre là-dedans. Je pense qu'il faut plusieurs degrés de traditionnalisme, si on peut me permettre l'expression, au sein du combat culturel, c'est-à-dire des choses qui peuvent être vraiment traditionnelles. Mettons, voilà, vous faites du théâtre classique, voilà, vous utilisez la diérèse, il y a tout le temps la césure à l'hémistiche, etc. C'est dans un cadre très précis, avec un nombre de vers précis, un enchaînement particulier, un registre de langue, etc. Très bien, c'est très bien. Et d'autres choses qui vont puiser dans des constatations actuelles. Je prends par exemple, puisque c'était l'objet, c'est pas juste pour faire de la promo, mais mon recueil Journal en français, par exemple, il n'y a pas dans Journal en français des mots avec la diérèse. Je vous donne un exemple, le mot nation, voilà, vous aimez beaucoup ce mot, moi aussi. Avec la diérèse, on va le prononcer nation, donc 3 syllabes. Sans la diérèse, on va le prononcer nation. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens que vous allez croiser vont dire nation. Donc, je prends l'alexandrin qui est une forme traditionnelle, une forme classique, mais comme aujourd'hui on parle d'une certaine manière, eh bien, la diérèse n'est pas marquée. Pour que la personne qui va lire de la façon dont on lit aujourd'hui pourra trouver l'alexandrin et donc conserver une musicalité. Voilà. Et par exemple, vous pouvez trouver, moi j'aime énormément Nicolas Boileau, vous pouvez le trouver faire rimer vous, V-O-U-S, avec tous, T-O-U-S. Il le faisait rimer parce que voilà, c'était prononcé d'une certaine manière et parce que ça rimait à l'oreille. Mais aujourd'hui, comme ça rimerait plus, ça aurait pas de sens de le faire. Et je décide de pas faire, par exemple, ce genre de rime parce que je prends une forme traditionnelle et je l'adapte à la façon dont on communique aujourd'hui. C'est le principe d'une langue vivante, je pense. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez important de préciser ça. Et voilà, la modernité, il faut utiliser certains outils qu'on a à notre disposition. Par exemple, Internet, c'est un très bon outil. Alors évidemment, il y a des gens qui se complaisent à Internet et qui font jamais d'action dans la vie réelle. Bon, voilà, l'histoire les engloutira. Mais c'est un outil, comme on dit, voilà, vous avez un marteau, vous enfoncez un clou, c'est la bonne utilisation. Voilà, vous tapez sur quelqu'un, c'est la mauvaise utilisation, même s'il y a certaines personnes qui le méritent sûrement. Donc, voilà, je dis c'est une symbiose. Il y a des choses traditionnelles à conserver, à garder évidemment, et d'autres choses où on peut jouer à la modernité sans se compromettre, par exemple, à aller faire des babouineries comme le rap, mais en restant voilà fidèle à nos idées. Et nos idées nous imposent de ne pas aller dans certaines catégories, de ne pas faire de l'art contemporain totalement dégénéré, déstructuré, mais voilà, d'attirer des gens selon leur sensibilité, mais pour les amener, c'est ça la finalité, à quelque chose de traditionnel, parce que de toute façon, s'ils se sentent en porte-à-faux avec cette époque moderne, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose de traditionnel, et j'en veux pour preuve notamment les conversions au catholicisme qu'on a qui fleurissent, c'est une grande grâce, qui fleurissent en ce moment, depuis quelques années. Les jeunes qui se convertissent, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont chez les modernistes? Non, parce qu'ils y retrouvent les affres de la modernité. Ils vont chez les tradis. Voilà, mais là c'est pareil sur le plan culturel. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. Puis c'est vrai que comme tu le dis très bien, Alexandre, il y a plusieurs degrés dans le traditionnalisme. Nous-mêmes sur Vers les étoiles, on n'a pas forcément la même approche. Toi, tu as quelque part, tu utilises des formes un peu plus classiques, on va dire plus issues de l'époque classique, donc de la grande époque, je dirais,
en France. Tandis que moi, je suis parfois un peu plus aventurière sur les formes, j'explore des choses un peu différentes. Bon, je reste, je dirais, sur quelque chose, sur une approche traditionnelle, bien sûr, de la poésie, avec la rime, etc. Mais voilà, je me permets un peu plus de liberté. Donc on voit qu'il y a quand même aussi des degrés dans ce qui peut être traditionnel. Et c'est intéressant. Alors, je vais vous poser des questions peut-être un peu plus précises, même si je pense qu'on a déjà quelque part la réponse avec les propos que vous avez tenus. Est-ce que vous pensez qu'il peut exister un punk fascisme? Est-ce que vous trouvez, par exemple, euh, je dirais que l'esthétique, je vais dire des noms, hein, mais l'esthétique, par exemple, Casa Pound, vous savez, donc certains qui ont une mise en avant de certains tatouages très prononcés, certaines coupes de cheveux bon, un peu exubérantes, type crête de coq aux cheveux, voilà, un peu des coupes assez modernes. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut être compatible avec le nationalisme? Oui, c'est vrai que le fascisme est dans son essence punk, parce que c'est une combinaison entre le traditionnalisme et la modernité. Et puis pour revenir sur Casapoun, par exemple, son drapeau est punk. C'est la tortue de l'île des pirates de Tortuga, en fait, qui était une île assez libre où les pirates faisaient régner leurs lois. Et en fait, ils reprennent l'imagerie, par exemple, des pirates, qui est aussi une imagerie qui est reprise par la gauche, euh, dans le sens révolutionnaire. Donc oui, il peut y avoir une culture punk. Jean-Marie Le Pen était punk dans certaines de ses déclarations. Donc oui, je pense que notre mouvance peut avoir un petit côté punk. Vas-y Jacques, je vois que tu voulais prendre la parole, je te laisse rebondir. Alors, je me suis pas tellement intéressé à la question. Alors, pour les codes, oui, avec les tatouages notamment, je pense que c'est une question de mesure. Il est bien évident que quelques tatouages par-ci par-là, ça peut être très bien, hein. Maintenant, ceux qui se noircissent à la fin avec les tatouages, ça devient. Alors, déjà, je crois, en plus, il me semble hein, que c'est cancérigène au bout d'un moment, mais ça donne un côté vraiment excessif. C'est. Parce que si c'est pour ensemble, si c'est pour faire du blackface par procuration, on pourrait dire, déjà, premièrement, ça fait un peu ridicule. Les grands remplacent leur propre peau. C'est un peu ce que disait Alexandre sur le rap, hein, contre le grand remplacement, mais pas au niveau auditif, hein, voilà, pas au niveau capillaire. Donc, je dirais que oui, il peut avoir un côté punk, il peut avoir un côté. Et puis même d'ailleurs, je ne sais pas si le groupe Kiss avec les deux S qui formaient des éclairs, d'une inspiration quelque peu sympathique. Hein. Les deux S voulons bien évidemment dire super sympa, comme dirait Fabrice Eboué. Mais en gros, pour les tatouages ou pour tout ce qui est vraiment code vestimentaire, la coupe de cheveux, les lunettes, certains vêtements, ou même la façon de se déplacer, hein, certaines poses, tout est une question de mesure. En faire trop, c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire que le, la chaleur tue la chaleur, bah là, c'est, enfin, je sais pas si on pourrait dire, le punkisme, ou trop de punk tue le punk. Donc, il faut savoir, je pense, faire un peu un mélange des deux, une espèce de punk traditionnel. Et pour revenir sur ce qu'a dit Alexandre, effectivement, les jeunes sont en quête un peu de spiritualité, que ce soit par le catholicisme ou par le paganisme, notamment en Italie ou en Allemagne, en Suède également, et si j'ai bien cru aussi en Bulgarie. Enfin, en ce qui concerne le paganisme, c'est plus dynamique, en tout cas qu'en France, ce que je connais en tout cas. Donc, oui. Et puis, voilà. Donc, tout est une question de mesure, tout est poison et remède à la fois. Trop de tatouages fait vraiment, à la fin, on dirait, on dirait le concours à celui qui sera le plus vite, le plus sombre de peau parmi tout le monde. Et aucun tatouage, ça peut être bien. En tout cas, je peux comprendre la démarche du tatouage, inscrire quelque chose sur sa peau. Mais l'excès est toujours mauvais, comme dans tous les plaisirs de la vie ou tous les côtés esthétiques. Oui, alors j'aimerais rebondir sur les tatouages. Bon, déjà, si les gens essayent, pour but en faisant des tatouages, de se noircir la peau, ils trouveront sur leur route en France malheureusement beaucoup trop de concurrents sérieux qui sont déjà intégralement noirs. Mais pour ce qui est, oui, de tatouage, il y a en fait malheureusement
une culture aujourd'hui qui s'étend à toute la société, qui est une culture de la marginalité. En fait, tout le monde veut être marginal, sauf que la marginalité existe que parce qu'elle est minoritaire. Et on a des gens, avant, voilà, ils se tatouaient parce qu'ils étaient marins, parce qu'ils avaient fait de la prison, ou voilà, parce qu'ils étaient militaires. Voilà, bon, je sais pas, le groupe sanguin sur le biceps, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde veut se tatouer. Vous allez à la salle de sport et vous avez une petite femme, on va dire, bon voilà, pour pas déraper, de 16 ans ou 18 ans, qui est déjà couverte de tatouages. Voilà, mais malheureusement dans le milieu, il y a des personnes voilà qui ont énormément de tatouages. Je sais pas à quoi ça rime. J'espère qu'elles les regretteront pas plus tard. Mais voilà, ça fait vraiment. Enfin voilà, parfois je fais des dessins sur le cahier de brouillon. On dirait un cahier de brouillon, sauf que le cahier de brouillon, je peux le jeter, le froisser, je l'ai pas sur la peau en permanence. Donc ça aussi, ça me gêne. C'est vrai que ça peut dépendre des zones. Voilà. Évidemment, je sais pas, quelqu'un qui est père de famille catholique, etc. Je sais pas, il se tatoue la date de naissance, son premier enfant sur le pectoral. Bon, je veux dire, c'est sûr que c'est pas la même chose que quelqu'un qui a tout le bras avec des trucs maoris et puis sur la colonne vertébrale, comme on voit souvent, des inscriptions chinoises ou japonaises. Enfin, j'arrive pas bien à faire la différence, mais en tout cas des choses qui sont pas du tout européennes. Bon voilà, c'est malheureusement parfois les tatouages sont aussi un moyen de se déraciner. Donc voilà, ça peut se comprendre. Enfin, ça peut être de l'enracinement, je sais pas, on parle des Nordiques, parce qu'ils ont toujours une grosse culture tatouage, etc. Donc, à la limite, c'est davantage ancré dans leur peuple que de faire ces pratiques. Mais voilà, moi, à titre personnel, bon, on va dire, là, je suis le chien de service, peu importe, moi, je m'en fiche, j'ai toujours dit ce que je pensais. Moi, je suis contre les tatouages, ça veut pas dire, voilà, j'ai des amis qui sont tatoués, je les blâme pas au quotidien, leur rappeler qu'ils ont un tatouage, de toute façon, ils le voient. Mais voilà, j'aimerais que parfois il y ait davantage de mesures et de modération. Moi, je suis contre les tatouages de la même manière que je suis contre le rap, ou voilà, que je suis contre toutes ces choses-là. Je pense qu'on doit essayer d'être le plus pur possible. Alors, faut pas être plus royaliste que le roi. On a tous nos défauts, et puis parfois on peut ne pas avoir de tatouage et en fait être un parfait connard, pour le dire simplement. Et la vie nous a servi de preuve à cette assertion. Mais voilà, je pense qu'il faut incarner nos idées, et comme nos idées sont la droiture, l'honneur, et qu'on doit bien présenter parce que notre but c'est de guider les gens et d'incarner par l'exemple, et bien si on est couvert de tatouages et qu'on se comporte comme des babouins ou quoi, mais ça peut pas fonctionner. Il faut être en rupture avec la modernité et incarner ce qui demeure droit quand tout vacille. Oui, je suis assez d'accord. Mais je trouve que l'idée de Karl était intéressante de revenir sur l'imagerie pirate qu'on peut retrouver chez Casapound. Moi, en fait, finalement, c'est quelque chose qui me dérange. Je vais plutôt essayer d'expliquer ça un peu plus clairement, mais c'est que pour moi, un combattant nationaliste n'est pas réellement un pirate. D'ailleurs, je pense à cette personne que la vraie piraterie et la vraie subversion aujourd'hui, c'est justement de recréer des codes qui reprennent nos traditions et qui font vivre nos traditions aujourd'hui, actuellement. Donc, ils font vivre, pas seulement dépoussiérer, pas seulement ressortir des vieilleries des coffres ou des greniers anciens, mais de faire vivre. Et donc, moi, je pense que la vraie piraterie, si on a une aujourd'hui, c'est plutôt celle-ci que de vouloir finalement faire le pirate qui reste dans le système, puisque, en fait, je dirais qu'un pirate n'est jamais qu'un parasite du système, mais un pirate et donc un parasite ne remet pas vraiment en cause le système. C'est ce qu'on remarque avec, par exemple, les mafias. Les mafieux n'ont pas du tout intérêt à ce que le système économique légal tombe, parce que toute leur propre économie clandestine de pirates, de mafieux, tient sur le fait qu'il existe une économie légale qui leur permet notamment de blanchir des fonds, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'historique de la mafia, mais ça marche comme ça pour tous les groupes qui sont dans une logique donc de piraterie, que ce soit donc des mafieux, que ce soit les organisations mafieuses chinoises, où on a connu ça en Italie, que ce soit
Aujourd'hui, tout ce qui va être les trafics de drogue qu'on connaît bien et qu'on voit tous au quotidien, eux non plus n'ont pas intérêt à ce que la société ou le système tel qu'il est conçu actuellement se casse la figure, puisque c'est ce système qui leur permet d'exister en tant que pirates. Donc c'est pour ça que moi, la mentalité pirate me gêne à partir du moment où on veut s'inscrire dans une démarche révolutionnaire, puisqu'une démarche révolutionnaire, elle est là pour remettre en cause le système. On ne peut pas simplement être un pirate. Et au-delà de ça, je pense que si on aime l'esthétique pirate, se dire je suis un peu un bandit, je suis un peu un hors-la-loi, j'ai envie de dire il faut être révolutionnaire en réalité, et pas simplement un parasite du système qui n'a pas spécialement finalement intérêt à ce que le système se casse la figure. Puisque moi je constate que souvent ces personnes, je ne les blâme pas à titre individuel, mais les personnes qui vont nous mettre en avant la culture punk, ou justement un excès de tatouage, parce que moi non plus je critique pas forcément les personnes qui ont des tatouages, voilà, tout est dans une question de mesure, de ce qu'on choisit aussi comme tatouage, parce que vous l'avez très bien dit, des personnes qui choisissent des tatouages complètement déracinés et qui n'ont aucun rapport avec la France ou avec ce qu'ils devraient être, avec leur identité. Mais je pense que souvent voilà, ces personnes en réalité, j'ai envie de dire, si on avait aujourd'hui un système nationaliste, je sais pas si dans leur vie personnelle ils seraient réellement je dirais, adaptés pour ce système. Est-ce que concrètement, dans un système nationaliste, ils sont le français lambda, ou est-ce qu'ils continuent à être des marginaux? Et donc, dans quelle mesure sont-ils des acteurs de la révolution nationale? Moi, je me demande, très sincèrement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu je serais plus critique, finalement, sur l'esthétique punk. Moi, je suis plutôt opposée à ce genre d'esthétique. Je pense qu'elle ne nous mène nulle part. Et je pense qu'elle ne sert pas finalement véritablement une révolution nationale. Après, voilà, comme l'a dit Alexandre, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, il ne faut pas être un rigide il ne faut pas non plus devenir un coincé, quoi, finalement. Il faut aussi avoir un peu de souplesse, être un peu ouvert. Il y a des formes modernes, quoi, comme on l'a dit, qu'on peut très bien accepter puisqu'elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas imiter. Et je pense justement que Casa Pound, voilà, j'ose le dire, moi je pense que Casa Pound est en errance par rapport à cette question-là, en tout cas sur la question du style vestimentaire ou du style, oui, l'esthétique vestimentaire en général. Je pense qu'ils sont un peu dans l'erreur parce que voilà, c'est pas compatible concrètement avec la vie morale, la vie d'un honnête homme, la vie d'un honnête homme nationaliste. Je veux dire, un honnête homme nationaliste, qu'est-ce que c'est? C'est un père de famille blanc, français, qui parle français. Je l'imagine pas, si vous voulez, avec une crête de coq. Enfin, je veux dire, pour moi, ça c'est pas compatible. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, qu'on ait besoin, et ça je le comprends. Je le comprends, et c'est logique aussi que dans des démarches révolutionnaires, il y ait ce côté pirate, ce côté hors la loi, ce côté créé aussi dans le fait qu'on est des combattants. On est des combattants, on fait souvent face à des répressions. Donc oui, il y a une sorte de culture un peu hors la loi qui va se créer. Donc, mais ça doit être temporaire, et en tout cas, ça doit être limité et encadré, puisque voilà, si pendant un certain temps, on a ce petit côté un peu, je dirais presque voyou, anti-républicain, parce que voilà, on est dans une démarche révolutionnaire, ça ne doit pas nous mener finalement à prendre des codes qui ne sont pas les nôtres, je pense. Oui, je te laisse rebondir. Oui, j'aimerais juste dire une chose, c'est que nous ne sommes pas des éternels rebelles. D'ailleurs, il y a un groupe d'ultra-gauche, je crois, qui s'appelle Révolution Permanente, voilà, que je salue, le bras tendu au passage. Non, nous sommes contre ce système, parce que ce système est mauvais, ce système est putride, ce système est anti-catholique, anti-blanc, voilà, il est phagocyté par certains lobbies dont je ne m'étendrai pas sur les natures pour qu'on évite de faire des coupures et que voilà, ça facilite le travail du montage. Mais on est contre ce système, et si, avec la grâce de Dieu, on arrive à le renverser, on sera plus des opposants. On sera des membres conscients d'un système. Voilà, après, il ne faudra pas s'endormir dans un certain confort, parce que le confort mène à la décrépitude. Enfin, on dit l'oisiveté est mère de tous les vices. Donc voilà. Et d'ailleurs, une dernière chose que je ferai, même si je crois des gens une crête de punk ou quoi, c'est de leur dire, mais accepteriez-vous que votre femme ait totalement le crâne tondu? Voilà. Est-ce qu'Hilda accepterait d'avoir le crâne tondu? Je ne sais pas. Je ne pense pas, non, mais vas-y Jacques, je te laisse prendre la parole. Je rajouterai une petite chose. Oui, alors pour la culture pirate, c'est quelque chose, soit qui est dépendante du système ou circonstanciel. J'avais vu un texte sur le site de l'Institut Georges Valois sur la République de Fiume, qui était un peu la République pirate.
Donc c'est soit quelque chose de circonstanciel, soit effectivement quelque chose qui est un peu contradictoire avec notre message, puisque effectivement les mafias sont en fait des parasites de la société, et absolument pas des contre-sociétés. Elles ne sont que la société, en fait elles ne sont que l'iceberg qui est en bas, quoi. Enfin, elles sont un peu le reflet hypocrite de la société qui tolère ça. Voilà, donc effectivement, il faut jamais se contenter d'un aspect un peu rebelle pour 2 francs. Et effectivement, Révolution permanente, le nom est parfait pour résumer un peu ce que sont les gauchistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils se rebellent contre la réalité. Et vu que la réalité est permanente, bon bah voilà. Donc effectivement, il faut savoir faire la distinction. Je rajouterais d'ailleurs, pour une petite pique à nos amis gauchistes qui nous entendent peut-être, que le principal club antifa de foot allemand, donc St. Pauli, a dû récemment abolir son hymne puisqu'ils se sont rendus compte que leur hymne avait été écrit à l'époque par un national-socialiste, donc pas tout à fait un antifasciste. Donc voilà, on les salue le bras bien haut ou avec la quenelle, bien sûr, et nous rappelons qu'ils ne sont que en opposition face à nous. Nous, justement, on ne doit pas reproduire ça des fois par effet miroir. Ils vont être pour, avant tout, pas contre, pour une société un peu disciplinée. Et je dirais par exemple que le CNFM est un peu ce que nous voulons, l'ordre, la simplicité dans comment dire, dans la marche, la tenue, et puis surtout l'hommage aux morts, et l'appel à la vie et à la fougue. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Karl, tu voulais rebondir ou Moi, c'était plus sur la culture pirate. C'est vrai que c'est assez douteux, même si on peut s'intéresser à la République, comme tu l'as cité, Jacques, de Fiume, qui était un État corsaire moderne. En fait, il pillait un peu les alliés de la Première Guerre mondiale avec des avions, des bateaux. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans la culture un peu mafia, en sachant que Mussolini avait arrêté totalement la mafia sicilienne, et que c'est revenu après, d'ailleurs, avec la victoire des Alliés, hein, qui se sont servis d'ailleurs de la mafia pour combattre tout ce qui était les forces de l'Axe en Italie. Et après, je pense que cette culture punk, ça doit être au niveau de l'esprit. Être punk, c'est un peu être dissident. C'est aussi s'intéresser à l'histoire non officielle et puis faire ses propres recherches. Je pense que ça peut être au niveau de l'esprit, ce côté punk. Oui, dans ce cadre-là, si c'est une démarche de l'esprit, dans ce sens-là, je le comprends. Mais c'est une démarche de rupture finalement avec la société, avec le système qui est nécessaire, puisque, comme on l'a dit, il faut être en rupture personnelle avec le système pour pouvoir créer une contre-société. Et ensuite, c'est l'objectif à moyen voire long terme, imposer cette contre-société, imposer notre vision. Donc en fait, je dirais mettre en œuvre la révolution nationale. Et puis je me permets de revenir sur la question des tatouages, puisque je voulais ajouter un élément que j'ai oublié. Je tenais à rappeler que Pierre Sidos, le fondateur de l'œuvre française, avait interdit dans le règlement d'avoir des tatouages apparents. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Moi, je suis pas là spécialement pour blâmer les personnes qui auraient des tatouages. C'est vrai que je suis plutôt de l'avis d'Alexandre. Je suis plutôt contre les tatouages dans le sens où aujourd'hui, et surtout plus encore en 2025 qu'à l'époque de la création de l'œuvre française, et surtout là en été, on voit bien, puisque les gens sont un petit peu plus découverts, le nombre de personnes qui ont des tatouages. On a vu tout à l'heure, c'était horrible. Oui, c'est assez impressionnant. Et moi, je trouve dommage, surtout au-delà du fait que souvent c'est du déracinement, c'est qu'on devrait être fier par rapport à ce qui nous arrive avec l'immigration massive, d'avoir encore, je dirais, notre identité, notre couleur de peau. Et je pense justement que c'est dommage finalement de gâcher ce que la nature nous a donné, à savoir notre peau blanche. Voilà, ça peut paraître un petit peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est réel. Et je pense aussi que voilà, et c'était Alain Soral je sais plus dans quelle émission, il faudrait que je retrouve, mais qui avait très bien expliqué cette culture de la marginalité, et qui lui-même était assez critique, si je me rappelle bien, sur le fait que, sur l'utilisation des tatouages, puisque lui-même expliquait, et sur d'autres, c'était pas que les tatouages, mais c'était sur d'autres codes culturels, que voilà, des personnes aujourd'hui utilisent ça comme si
il faisait partie d'une marginalité alors que c'est monsieur et madame tout le monde, finalement. Voilà. Et donc je trouve dommage, nous, en tant que révolutionnaires, de participer à avoir cette culture de la marginalité. On pourrait comprendre qu'on en est une dans le sens où on est un peu marginaux de par nos idées, de par nos combats, mais on veut imposer une contre-société, donc une société où justement on arrête de jouer à faire les marginaux alors qu'on n'en est pas, on arrête d'avoir des tatouages maoris alors qu'on n'est pas un maori, on arrête de porter enfin voilà, d'écouter de la musique rap comme si on était des voyous ou des gangsters, alors que, enfin, on est fonctionnaire concrètement, et enfin, on a un boulot de 35 heures et Oui. voilà. Si je veux dire, voilà. Et on est obèse, voilà. Oui. Non, parce qu'il y a des gens comme ça, vous les voyez. Alors, je rebondis juste sur une chose qu'a dit Hilda, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tatillons. Quand elle dit nous sommes révolutionnaires, c'est au sens de vouloir renverser ce système, mais c'est au sens contre-révolutionnaire. Hein. On n'a rien à voir avec les Rousseau ou les je sais pas quoi, hein, bien sûr. Mais oui, comme on dit, il y a des gens en fait qui trouvent dans le rap et d'autres choses, mais surtout le rap, parce que c'est quand même très prégnant aujourd'hui, un exutoire au manque de sens dans leur vie, c'est-à-dire que voilà, ils ont les fesses vissées sur une chaise sur le bureau, voilà, dire bon, ils travaillent derrière un ordi, il peut y avoir des boulots très très intéressants derrière un écran, mais ils écoutent du rap parce que justement dans leur vie il y a pas d'aventure, il y a pas de randonnée, il y a pas de bagarre, il y a pas de risque, il y a pas de peur, il y a qu'une espèce en fait une moisissure qui s'installe, qui les nécrose petit à petit, et donc voilà, ils écoutent du rap de gangsters. Moi, combien de fois je vois des gens arriver à la salle de sport, mais les mecs ressemblent à rien, c'est des hommes poires, ils arrivent en écoutant du gros rap de mecs à babine énorme, et c'est ridicule, et ça colle pas au personnage, et ces gens-là qui veulent s'intégrer à l'envahisseur, je sais pas s'ils nous écoutent, je pense pas, mais en tout cas, s'ils nous écoutent, sachez que vous êtes ridicules, et sachez que les envahisseurs se moquent de vous, et qu'ils respectent bien plus, et je le sais d'expérience, des gens comme nous qui ne nous trahissons pas, parce qu'ils comprennent fondamentalement notre combat pour certains, que des gens comme vous. D'ailleurs, ils vous appellent les Gouers, et je les y encourage. Merci pour ce propos un petit peu acerbe, Alexandre. Oui, Jacques, je vois que tu veux prendre la parole, vas-y. Oui, j'allais en parler, mais Claire l'a bien fait de le rappeler. Effectivement, la fait a été éradiquée sous Mussolini, et pas seulement sous son règne, hein, il y avait aussi Salazar, Franco, Hitler, pour ne pas le nommer, qui avaient tous réussi à écraser de manière plus ou moins violente ce genre de système. Et puis récemment, l'exemple par excellence est ce monsieur Naïm Boukele, qui est justement un vrai dissident, puisque les mêmes tenants du système lui crachent dessus pour avoir fait quelque chose de terrible, mettre des criminels en prison, ce qui est franchement l'horreur quasiment de nazisme, comme dirait un certain Éric Zemmour. Donc, ce qui est important, effectivement, pour les tatouages, pour tout ça, bon, effectivement, au bout d'un moment, ça devient un peu ridicule. Et pour ceux qui voudraient s'en débarrasser, puisque ça arrive, aujourd'hui, il est possible de l'enlever sans cicatrice, c'est un peu plus cher, c'est au laser. Voilà. Donc, si des gens veulent revenir sur des choix passés qui peuvent se comprendre, effectivement, à la lettre, parce que c'est vrai que, par exemple, l'homme le plus tatoué de France avait même les yeux tatoués, et on sent que ce sont des gens qui ont un mal-être intérieur. Oui, c'est possible. Et une personne m'avait dit ça, c'est-à-dire qu'elle pense que quelqu'un de tatoué autant que ça, c'est qu'elle a un mal-être intérieur et qu'elle ne s'accepte pas et qu'elle veut un peu se cacher. C'est vrai que quand elle va jusqu'à se tatouer les yeux, ce qui est quand même un peu effrayant, faut le dire, c'est gens qu'il est professeur en primaire. Vous imaginez les élèves avec un professeur qui ressemble à, je sais pas. Et certains vont plus loin, il y en avait un qui s'était tranché la langue en deux pour ressembler à un serpent, mais tatoué en vert. Donc on sent des gens qui ont un mal intérieur. Et voilà. Et le rap, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pas de la musique, parce que Victor Hugo disait la musique, c'est le bruit qui pense. C'est quelqu'un qui m'avait appris cette citation. Et là, c'est des bruits qui pensent pas, c'est des bruits qui bruitent, enfin, qui frappent, mais qui n'est absolument pas quelque chose qui pense. Et Vincent Renoir a rajouté que c'est toujours la même chose. Et Vincent Renoir a rajouté que c'est tout le temps la même chose, donc c'est quelque chose qui n'est pas constructif. Et comparer ça à la pornographie, effectivement, c'est tout le temps la même chose, et donc ça va toujours plus loin dans l'exagération et dans la surenchère. Donc je ne vais pas décrire pour la bienséance publique ce qui est fait, et j'ai pas envie d'aller voir ça d'ailleurs, mais on pourrait dire donc le rap c'est la pornographie musicale. Voilà, c'est la surenchère parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin, parce que ce n'est pas constructif.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours promouvoir le beau, le vrai, le noble, le franc et le fort, donc, enfin, en tout cas, et le saint. Voilà. Et ça, comme dit d'ailleurs dans ce livre ici présent, donc, le journal d'un Français, s'élever, c'est plus difficile que s'abaisser. Et nous préférons le difficile pour l'élévation que le facile et la médiocrité, enfin, que l'abaissement. Donc voilà, et c'est ce que malheureusement les Français ne font pas, mais enfin, majoritairement, en tout cas, enfin pas assez aujourd'hui. Il faut combattre la facilité et l'abaissement et aider, forger la difficulté, mais l'élévation et en tout cas la culture de Wundermensch contre l'Untermensch, donc contre le sous-homme pour le surhomme. Et voilà, je pense que c'est un peu le mot de la fin pour moi, mais voilà. Le combat culturel, ça demande de l'effort, mais à la fin, le résultat est là. Et c'est ça qui fait la différence avec la médiocrité qui finira balayée par l'histoire. Nous resterons, en tout cas nos œuvres. Voilà, l'œuvre française. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vois que l'heure a un petit peu tourné, alors je vous propose, si vous avez encore des remarques ou des réflexions à faire, qu'on passe sur un petit mot final, chacun d'entre vous, ce que vous vouliez dire pour conclure cette émission. Karl, je te laisse commencer. Moi, je reviendrai un petit peu sur l'esthétique. Donc, c'est vrai qu'on a une esthétique particulière dans le mouvement nationaliste qu'on a pu voir au CNFN, et ça fait parler un peu tout le monde, parce que quand vous regardez les articles sur le CNFN, on ne parle jamais de Sébastien Desieux. Nos ennemis parlent toujours des têtes de mort, des croix celtiques. Et en fait, cette esthétique nous fait connaître d'une certaine manière. Et je reviendrai aussi sur deux combats culturels qui n'ont pas été abordés. Il y a l'école hors contrat aussi. Il y a des écoles qui sont assez proches de notre mouvance nationaliste et il ne faut pas hésiter à les contacter. Et aussi le scoutisme, qui est un retour à la nature. Le retour à la nature est peut-être vu comme un combat métapolitique. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à des mouvements de scoutisme. Donc, il y a Europe Jeunesse, ou alors les camps d'été militants. Il y a aussi les Van der Vogel aussi. Merci beaucoup. Vas-y, Jacques, je te laisse emboîter le pas. Oui, alors, donc, pour mot de la fin, je dirais effectivement, Karl fait bien de le rappeler, effectivement, l'esthétique choque à chaque fois certaines têtes bien pensantes. C'est pour ça qu'il faut être flexible et mesuré. Pour terminer, je dirais écoutez aux gens de soutenir les gens qui concrètement participent à des choses concrètes. On n'a pas parlé par exemple parce que j'ai parlé d'une boutique Squit, S-Q-U-I-T, donc qui est un truc italien qui reprend le rat noir de Jacques Marchal. On peut parler aussi du drapeau noir, qui est un site de soutien aux camarades victimes de la répression, qui a un peu cet esprit de contre-culture avec des codes, avec ils reprennent le rat noir, ou le code casual hooligan, ou en tout cas nationaliste de terrain, dans la rue, le coup de poing, comme on dit. Donc je pense, et de s'inspirer aussi de trucs plus traditionnels comme Godus, en tout cas, G-O-D-U-S, que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un ensemble et il faut être polyvalent, je pense. Et ce sera un peu mon mot de la fin. Soyez polyvalent, et soyez toujours avec une colonne vertébrale droite. C'est ce que disait Pierre Dicidos, il me semble. Il faut être droit avec les principes, mais flexible avec l'homme, quelque chose comme ça, je crois. Pour justement, enfin voilà, c'est un équilibre compliqué à appliquer, à mettre en place, mais qui est nécessaire. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et puis j'appelle tous les auditeurs à faire leurs propres recherches et à toujours chercher des sites comme le Drapeau Noir qui est en lien avec le clan. Et Karl parlait de l'école hors contrat, je partage l'appel au soutien d'une école qui s'appelle Notre-Dame Sainte Auxiliatrice à Béton, qui est une école hors contrat, qui a besoin de soutien financier en ce moment, qui forme les jeunes enfants avec une éducation assez, de ce que j'en ai compris, assez disciplinée, assez élevée. Voilà. Et merci à vous pour m'avoir laissé partager ce message. Merci beaucoup, Jacques. Alexandre, je vais te laisser conclure. Oui, mais juste dire que nous menons
un combat pour demeurer différent, demeurer droit quand tout s'écroule. Et je voudrais dire voilà à nos auditeurs de jamais désespérer, de toujours rester fidèles à la vérité et de ne pas de ne pas céder à nos ennemis qui voudraient nous faire peur, nous intimider. Nous gagnerons et ces gens finiront dans les poubelles de l'histoire. Et évidemment, achetez Journal d'un Français aux éditions Saint-Barthélemy, vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Oui, mais j'espère aussi, je vous l'assure aussi plutôt, vous ne regretterez pas. Voilà, moi je pense que notre stratégie, ça doit être réhabiliter ce qui est à nous et faire vivre ce qui est à nous. Donc à nous de créer, à nous aussi de soutenir, puisque le combat culturel est finalement aussi, on l'a pas trop évoqué, mais est aussi adossé à un combat économique. Hein. Acheter Journal d'un Français plutôt qu'un kebab, je crois que c'est à peu près le même prix. Donc, et vous soutiendrez aussi finalement la maison d'édition Saint-Barthélemy, vous soutiendrez des militants. Donc voilà, c'est aussi un combat économique au-delà du combat purement culturel. Voilà, donc je vous remercie tous. Je te remercie Alexandre d'être venu aujourd'hui sur cette émission. Merci Jacques, merci Karl pour votre participation et merci enfin aux auditeurs pour leur écoute. Je vais vous donner rendez-vous pour un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à Fréquence Jeune Nation. Nous sommes présents sur Telegram. Nous avons une chaîne YouTube et une chaîne Odyssée. Alors soyez présents. À bientôt. Au revoir à tous. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeune Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeune Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez, engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeune Nation.